Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Destructeur du Monde, le podcast qui explore les heures les plus sombres de l'histoire. Aujourd'hui, on va dans l'Égypte de 1956 pour parler de la crise du canal de Suez. Générique. Le canal de Suez, vous le connaissez sûrement. Ce passage maritime relie la Méditerranée à l'océan Indien et représente un corridor crucial. À l'époque, les 2/3 du pétrole destiné à l'Europe transitent par ce canal, ce qui en fait un enjeu vital pour la France et le Royaume-Uni. Jusqu'en 1968, ces deux puissances possèdent les droits d'exploitation et perçoivent les taxes de transit. Mais voilà, leurs intérêts ne s'arrêtent pas à l'économie. Derrière cette crise se cache une lutte d'influence bien plus large, comme nous le verrons plus tard. En face, il y a Gamal Abdel Nasser, le président égyptien. Un homme fort, nationaliste et prêt à tout pour l'indépendance de son pays. Et Nasser va poser une bombe politique en annonçant, le 26 juillet 1956, la nationalisation du canal, alors que les Français et les Britanniques en ont la concession. Alors, pourquoi nationaliser ? À cette époque, l'Égypte cherche des soutiens pour financer un projet titanesque, le barrage d'Assouan, qui doit permettre de contrôler le Nil et d'électrifier le pays. Pour ça, Nasser demande une aide financière aux États-Unis, mais Washington refuse. De même, les Américains refusent de vendre des armes à Nasser, se méfiant des ambitions égyptiennes, notamment envers Israël, leur allié dans la région. L'URSS, par contre, saute sur l'occasion, voyant là l'opportunité de gagner en influence dans cette partie du monde. Moscou accepte non seulement de vendre des armes à l'Égypte, mais aussi de financer le fameux barrage. Une alliance naît et elle inquiète fortement Israël, la France et le Royaume-Uni. Pour Israël, le problème est clair. L'Égypte achète des armes en même temps qu'elle soutient les Fedayines palestiniens, qui organisent des raids sur son territoire, et elle bloque le détroit de Tiran, un passage vital pour leur commerce maritime. Côté français, on a d'autres griefs contre Nasser. En pleine guerre d'Algérie, il soutient activement le FLN, ce qui hérisse Paris. Quant au Royaume-Uni, sa préoccupation est double. Sécuriser l'approvisionnement en pétrole, d'une part, et maintenir son influence déclinante au Moyen-Orient, d'autre part. Côté britannique, la nationalisation du canal est perçue comme une menace directe pour ces deux objectifs. Face à cette situation, la France, le Royaume-Uni et Israël décident d'agir. Du 21 au 24 octobre 1956, une réunion secrète a lieu à Sèvres, près de Paris. De cette rencontre sort un plan en 2 étapes. Dans un premier temps, il est prévu qu'Israël attaquera l'Égypte le 29 octobre 1956 et s'emparera du Sinaï, et ce jusqu'aux abords du canal de Suez. Cette première phase achevée, la France et le Royaume-Uni interviendront ensuite sous prétexte de maintenir la paix en lançant un ultimatum à Nasser et à Israël. L'opération commence comme prévu. Israël envahit le Sinaï, surclasse militairement l'Égypte et arrive au canal. Les Franco-Britanniques débarquent en Égypte le 31 octobre, étant donné que leur ultimatum n'a eu, comme prévu, aucun effet, et les troupes prennent position autour du canal. Officiellement, il s'agit de rétablir l'ordre. Officieusement, c'est une démonstration de force. Voilà comment Anthony Eden, Premier ministre britannique de l'époque, présente cette intervention. Qu'est-ce que nous cherchons à faire ? Tout d'abord, à arrêter les combats, à séparer les armées et à nous assurer qu'il n'y aura pas d'autres affrontements. Nous sommes intervenus car les Nations Unies n'ont pas pu le faire en temps et en heure. Si les Nations Unies souhaitent prendre le contrôle de cette opération de maintien de la paix, nous les appuierons. En effet, nous leur avons proposé d'intervenir. Et maintenir la paix ne consiste pas seulement à arrêter les combats, mais aussi à assurer une paix durable à une région qui, durant les 10 dernières années, a vécu ou a essayé de vivre en permanence sous la menace d'une guerre. Mais la fête tourne court. Les États-Unis s'opposent fermement à l'opération, souhaitant garder leur image de défenseurs de la liberté, favorisant la décolonisation en général, ce qui leur permet d'avoir plus de partenaires commerciaux, et craignant de voir d'autres pays dans la région donner leur confiance à l'URSS. Le président Eisenhower, alors en pleine campagne pour sa réélection, prononce un discours cinglant
dénonçant l'usage de la force par ses alliés. Dimanche dernier, le gouvernement israélien a ordonné la mobilisation générale de ses hommes. Lundi, leur armée est profondément entrée dans le territoire égyptien, et ce jusqu'aux abords du canal de Suez, à environ 150 km. Et ce mardi, les gouvernements britanniques et français ont imposé un ultimatum de 12 heures à l'Israël et à l'Égypte, maintenant suivi d'une action militaire à l'encontre de l'Égypte. Les États-Unis n'ont été consultés durant aucune phase de ces opérations, ni n'ont été prévenus de ces dernières avant leur mise en place. Comme il est de leur droit à ces nations de prendre de telles décisions, nous avons de même le droit de refuser l'usage de la force comme moyen de résoudre une crise internationale. Au vu des circonstances que je viens de décrire, il n'y aura pas d'intervention américaine dans les présentes hostilités. En parallèle, l'URSS de Nikita Khrouchtchev, déjà occupé à écraser une révolte en Hongrie à ce moment-là, menace de régler la crise du canal de Suez avec la bombe atomique. Il s'est avéré plus tard que c'était du bluff, mais la pression à l'époque était insoutenable. Et ce n'est pas tout. Les Américains menacent de vendre leurs réserves de livres sterling, ce qui plongerait l'économie britannique dans le chaos. Aussi, l'Arabie Saoudite, furieuse, coupe ses livraisons de pétrole à la France et au Royaume-Uni. Sous pression, les Britanniques se retirent, rapidement suivis par la France. Israël résiste encore un peu, mais cède à son tour face aux menaces de sanctions économiques américaines. Le 7 novembre 1956, tout est terminé. Et qu'a-t-on gagné? Pas grand-chose. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Anthony Eden démissionne en janvier 1957. Londres comprend qu'elle ne peut plus agir sur la scène internationale sans l'appui des États-Unis. En France, la rancune contre les Américains monte, et l'échec de l'opération renforce la colère des militaires français en pleine guerre d'Algérie. En Israël, bien que leur armée ait brillé, ils doivent rendre le Sinaï en mars 1957. Mais ils peuvent se consoler, le détroit de Tiran est rouvert à leur marine, et ils ont affaibli l'armée égyptienne. Aux États-Unis, Eisenhower est réélu le 6 novembre 1956, au beau milieu de la crise, RAS. En Égypte, Nasser célèbre une victoire politique. Il garde le canal et consolide son image de leader du monde arabe, même s'il a perdu militairement. Et pour les civils, rien que des pertes. 1000 civils tués, 25 000 juifs égyptiens exilés de force par Nasser, et une région encore plus instable qu'avant. Côté pertes militaires, on recense entre 1600 et 3000 soldats égyptiens tués, 172 soldats israéliens, 16 soldats français et 22 soldats britanniques. Tous en vain. Allez, un fun fact pour terminer. Vous saviez que cette crise a changé le drapeau canadien? L'Union Jack figurait sur leur ancien drapeau, mais ça ne plaisait pas à Nasser, qui ne voulait pas trop négocier avec quelqu'un qui a le drapeau d'un ennemi sur le sien. Résultat, en 1965, le Canada adopte la feuille d'érable. Bonus, leur premier ministre, Lester Pearson, reçoit le prix Nobel de la paix pour son rôle dans les négociations à la résolution de la crise. Merci d'avoir écouté cet épisode de Destructeurs du Monde. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. On se retrouve, nous, dans 2 semaines pour une nouvelle plongée dans les pages sombres de l'histoire. À bientôt.